Donc vous voyez qu'expérimentalement, ce n'est pas très compliqué à faire. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se fait encore, ça se faisait quelquefois, enfin, du temps où moi j'étais au bac, on faisait des expériences comme ça. On en faisait aussi ensuite à l'université, c'est pas compliqué à faire. Le montage que vous avez vu là, en gros, il faut quoi? 10 minutes pour le faire, d'accord? On prend quoi? 1 heure pour faire l'expérience, on a les résultats, et puis ça y est, c'est fait. C'est facile à faire, donc des suivis cinétiques de ce type-là, c'est extrêmement simple à monter, ça se fait facilement en TP. Vous pouvez facilement imaginer qu'un suivi de concentration, par exemple dans les urines, c'est pas si compliqué que ça à faire non plus. Bon, il faut avoir un patient qui collabore, hein, qui accepte de faire pipi sur commande, d'accord? Mais potentiellement, ce n'est pas inenvisageable non plus. On peut aussi le faire suivant en concentration sanguine, évidemment. Donc, suivre une concentration et faire une cinétique à partir de là, ce n'est pas très difficile, en fin de compte. D'accord? Ça peut se faire relativement simplement. Les protocoles sont quelquefois un peu plus compliqués quand on est dans le domaine médical, parce qu'on a affaire à des patients et que ce n'est pas toujours simple, mais c'est en soi pas très compliqué. On suit simplement une concentration au cours du temps. Les 3-4 calculs qu'il y a à faire pour récupérer la concentration du réactif, 3-4 calculs supplémentaires pour tracer nos courbes, et point, ça y est, c'est réglé. Maintenant, j'ai beaucoup insisté précédemment sur le fait qu'on maintenait à la température constante, le coefficient de vitesse est constant si la température est constante, je l'ai dit plusieurs fois, d'accord? Oui, parce qu'effectivement, ce coefficient de vitesse, il dépend énormément de la température. C'est pour ça qu'on doit impérativement travailler, parce que sinon c'est très compliqué, à température constante. Ce qui n'est pas toujours simple. Là, pour le coup, les études animales, on met l'humain dans les animaux, on est d'accord, hein, sont plutôt plus simples parce qu'une bonne partie des animaux sont homéothermes. Donc, ça simplifie les choses. De fait, ça se fera à température constante, on est tranquille. Mais quand on travaille sur de la réaction chimique, c'est le cas en pharmacie, par exemple, hein, quand on fait des synthèses ou des trucs comme ça, maintenir la température constante, c'est quelquefois un peu plus compliqué. D'accord? Et dans les faits, M. Arrhenius, alors, je pense que ses parents, ou en tout cas ceux qui ont récupéré son nom quand ils nous l'ont traduit pour qu'on l'utilise nous, se sont bien fendus la gueule et ont dû se dire on va bien emmerder les gens qui vont devoir réécrire son nom à un moment ou à un autre, d'accord? Parce qu'il y avait moyen de faire plus compliqué, on est d'accord, il n'y a pas de Y à l'intérieur. Hein, puis on aurait pu en mettre un H encore au début. Mais enfin, on est allé déjà bien loin dans la complication du nom. Que vous sachiez l'écrire ou pas, je m'en fiche. D'accord? Ça n'a aucune espèce d'importance. Donc ne prenez pas de temps à apprendre son orthographie, on s'en fiche. D'accord? Ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, la formule, elle est importante. C'est une équation purement expérimentale. Arrhenius, quand il a défini sa réaction, il l'a fait de manière purement expérimentale. D'accord? Au départ. Il se trouve simplement que cette réaction-là, enfin ce type de formule, on la retrouve partout en thermodynamique. On la retrouve partout. Ça a l'air d'être une loi relativement générale. D'accord? Oui, mais monsieur, on n'est pas en thermo, là, on est en cinétique. Oui, mais on reverra un peu plus tard que la cinétique et la thermo sont finalement pas si loin, pas si étrangères l'une à l'autre. D'accord? Il y a de bonnes raisons de les recouper à un moment ou à un autre. Donc on les retrouve ici. Dans cette formule-là, qui définit donc le coefficient de vitesse en fonction de la température, on voit apparaître la constante des gaz parfaits. Et qu'est-ce qu'elle fout là? Il n'y a que les gaz? Non, non, c'est pas... La constante des gaz parfaits, on l'appelle comme ça, mais on en a déjà parlé précédemment. Hein. La constante des gaz parfaits, elle ne concerne pas que les gaz, d'accord? C'est une constante thermodynamique que l'on retrouve dans la loi des gaz parfaits, mais pas que. On la retrouve à plein d'autres endroits, d'accord? Et puis le terme A et le terme EA. EA, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation de la réaction. On lui donnera un sens plus particulier plus tard, mais on va voir après exactement quel sens on peut lui donner. Et puis A, c'est un facteur de fréquence. On dit aussi facteur pré-exponentiel. Pré-exponentiel parce qu'il est devant l'exponentiel. Hein. Voilà, c'est le terme qu'on lui donne. C'est pas
très parlant. R, c'est la constante des gaz parfaits, toujours avec les mêmes unités, hein, les unités du système international. Il n'y a pas de souci. La température, puisqu'on utilise R, est nécessairement en Kelvin. Donc, si vous voyez apparaître des températures en Celsius ou n'importe quelle autre unité, vous les transformez en Kelvin. Elle est à connaître, parce qu'on en aura besoin. Je vais juste, de manière graphique, donner juste un peu de sens à ces termes A et EA. Le terme A, pré-exponentiel, facteur de fréquence. Faire une réaction, c'est assembler deux morceaux. Ça peut être aussi les casser, mais on va prendre le terme de l'assemblage. On prend le morceau A, le morceau B. Si on les présente bien comme il faut, l'un par rapport à l'autre, le bon site de réaction avec le bon site de réaction, d'accord? On les approche avec suffisamment d'énergie, boum, ils s'assemblent, la réaction a lieu. Et si c'est mal orienté, c'est mal orienté. C'est cette extrémité-là de la molécule qui peut réagir. Si le réactif, il attaque par ici, ça ne sert à rien. D'accord? Donc c'est avant tout un terme qui reflète ça, la fréquence des collisions efficaces, celles qui servent à quelque chose parce qu'elles sont correctement orientées. D'accord? Donc un facteur qui est très important, en particulier dans toutes les réactions enzymatiques. Vous savez que le principe même d'une enzyme, c'est d'avoir des sites réactifs qui sont très particuliers, très localisés, et pour un réactif, très particulier également. Voilà, donc c'est ça l'idée. Plus la molécule est symétrique, plus ce terme-là va être grand, parce qu'on peut l'attaquer par n'importe quel côté, en fin de compte, si elle est symétrique. Mais si elle est très asymétrique, le cas des protéines, des enzymes d'une manière générale, est typique de ce point de vue-là, eh bien on aura un seul site d'attaque avec la bonne orientation. Voilà, c'est ça que signifie ce terme A. Et puis il y a le terme EA qui est un terme d'énergie. C'est une quantité d'énergie, d'accord? Par mol en l'occurrence, vu les unités qu'on a choisies, mais c'est une quantité d'énergie. C'est dire que, d'accord, c'est bien orienté, mais en même temps, si j'y mets pas un petit peu de pêche à l'intérieur, je suis en train d'approcher un environnement électronique d'une molécule, d'un autre environnement électronique d'une autre molécule. Il y a de la répulsion entre les deux. Les électrons, ils ne s'aiment pas. Donc si j'y mets pas un peu de patate, ils vont simplement s'approcher, se repousser les uns les autres, et puis point, il ne se passe rien. Par contre, si la collision est un peu plus violente, on va passer cette barrière de répulsion électrostatique, donc on pourra éventuellement avoir la réaction. Mais il va d'abord falloir franchir une certaine barrière de répulsion. C'est tout simplement ça. D'accord? Donc il faut non seulement que ce soit bien orienté, mais en plus qu'il y ait suffisamment d'énergie pour que les répulsions soient combattues. Voilà ce que représentent ces deux termes. En d'autres termes, et c'est la raison pour laquelle le terme EA apparaît avec la température. Cette énergie de collision, elle vient de quoi? C'est de l'agitation thermique. Pourquoi elles se rentrent dedans, ces deux molécules? Parce qu'elles sont agitées. Elles seront d'autant plus agitées que la température sera élevée. Si la température est basse, peu d'agitation, peu d'énergie, la température n'est pas suffisante pour franchir cette barrière énergétique. Si la température est plus élevée, plus d'énergie cinétique, des collisions plus violentes, on va pouvoir dépasser et on aura une réaction qui sera plus importante. Vous devriez donc déjà avoir compris que plus on va augmenter la température, plus le coefficient de vitesse sera grand, plus la cinétique sera élevée. C'est juste logique par rapport à ce qui est en train d'être présenté. Et dans les faits, ça se voit très bien. Alors, même, je vais le refaire diffuser en recommençant. Ce qui varie au cours du temps et qui modifie la forme, vous voyez que c'est cette énergie d'activation. D'accord? Mais il y a quand même un truc qui était constant. Je le repasse. Quelle que soit l'énergie d'activation, de toute façon,
le coefficient de vitesse augmente avec la température. Mais vous voyez que la forme, elle est radicalement différente. C'est un truc qui est quasiment linéaire quand l'énergie d'activation est très faible et qui prend une forme exponentielle, à proprement parler, mais c'est logique, hein, vu la structure de la formule, qui est de plus en plus prononcée quand l'énergie d'activation est plus grande. Et quand on arrive à des cas extrêmes avec des énergies d'activation, vous voyez ici, qui sont très importantes. C'est celle qui est dessinée en ce moment. 280 kJ par mol, c'est très élevé comme énergie d'activation. Et bien vous voyez que tant qu'on n'a pas atteint une certaine température, et ici une température élevée, il ne se passe rien. Le coefficient de vitesse est quasiment égal à 0. Coefficient de vitesse quasiment égal à 0, pas de réaction. Et puis d'un seul coup, à partir d'une température qui semble être une espèce de seuil, ici aux alentours des 1750, d'accord ? D'un seul coup, la réaction s'emballe réellement, et chaque degré supplémentaire augmente d'un coefficient très important, le coefficient de vitesse. Ça s'emballe totalement. Et bien ça, vous l'avez vu des centaines, des milliers de fois. Pourquoi on fait cuire notre nourriture? Pour ça, franchir un certain seuil de température qui va permettre à certaines réactions de se produire alors qu'elles ne se produisaient pas à basse température. La coagulation des protéines dans la viande, dans les œufs, dans ce genre de choses-là. Faire un œuf dur à température ambiante, on peut. Ça s'appelle les œufs de 100 ans. D'accord? Dans la culture chinoise. On peut. Mais ça prend des semaines, voire des mois. C'est pas pour rien que ça s'appelle les œufs de 100 ans d'ailleurs, en fait. Mais ça prend vraiment du temps. Alors que à l'eau bouillante, c'est-à-dire à 100 degrés, quand on a passé cette barrière-là, d'accord, où ça se fait très très lentement, ça se fait beaucoup, beaucoup plus vite. Ça se fait en une dizaine de minutes pour obtenir cette coagulation. Si on le fait à plus basse température, au lieu de le faire à 100 degrés dans l'eau bouillante, on le fait à 70 degrés, ça va se produire aussi. Mais il ne faudra pas 10 minutes, il en faudra 20 ou 25, j'en sais rien, j'ai pas fait l'expérience. Mais il faudra beaucoup plus de temps. Ok? Voilà exactement ce que ça veut dire. Mais alors pourquoi les œufs qu'on laisse très longtemps, ils pourrissent plutôt que de coaguler et puis de devenir des œufs durs? Pourquoi on est obligé de les mettre avec des tas d'herbes, de machins, de trucs comme ça pour que ça se produise des œufs de 100 ans? Justement, parce que dans les décoctions herbeuses qu'on met autour des œufs pour les faire, dans la recette chinoise, hein, pour les faire coaguler à basse température, il y a des tas de choses qui tuent les microbes, les bactéries, en tout genre, les moisissures qui risquent de se développer plus rapidement que la coagulation. C'est le rôle de ces composés qu'on met autour, de les faire lentement. Donc vous pouvez cuire un steak hein, à température ambiante. Mais il faut avoir du temps pour ça. Voilà. Vraiment du temps. Mais c'est envisageable. Oui? Il y a toutes les chances qu'ils pourrissent avant, parce que ça se fera plus vite. C'est bon? Donc voilà, donc ça c'est important. Et si, avec ça, parce que j'ai failli oublier, pourquoi sommes-nous homéothermes? Pourquoi est-ce qu'on meurt quand notre température est trop basse et qu'on meurt également quand notre température est trop haute? Ben, c'est ça, en fin de compte. Température trop basse, la plupart des réactions dont on a besoin pour vivre ne se produisent plus ou trop lentement pour maintenir notre système fonctionnel. Température trop haute, certaines de ces réactions se produisent trop vite, et comme elles se produisent trop vite, on n'est plus viable non plus pour d'autres raisons, parce que ces réactions ne doivent pas se produire trop vite. Oui, mais il y a des animaux qui ne sont pas homéothermes. Oui, eux, ils ont des systèmes qui sont prévus pour. Voilà, tout simplement. Et ils vont rentrer en hibernation, par exemple, si la température est trop basse. Mais tous les systèmes en veillent de manière à ce que les réactions trop lentes ne leur portent pas préjudice. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc tout ça, c'est une histoire de cinétique. Dans les choses que vous aurez à faire avec cette loi d'Arrhenius, il y a leur utilisation, et en particulier la détermination de ces énergies d'activation, éventuellement à partir de données expérimentales. C'est pas très compliqué, et ça se comprend encore mieux quand on détaille un tout petit peu le système. On a deux paramètres dans cette équation.
le paramètre préexponentiel, le facteur préexponentiel, et l'énergie d'activation. Ça sous-entend que si je veux calculer ces deux paramètres-là, j'ai besoin de connaître toutes les valeurs à deux températures différentes. D'accord? Puisque mon équation, en gros, pour déterminer ces deux paramètres-là, il faudrait que je la connaisse à une première température avec un premier coefficient de vitesse et à une deuxième température avec un deuxième coefficient de vitesse. Pourquoi deux équations? Parce qu'on a besoin de deux équations pour déterminer deux inconnus dans un système d'équations. Donc il me faut au moins deux couples pour pouvoir résoudre simplement ce système. Je vais pouvoir écrire les deux lignes. Si j'ai écrit les deux lignes, donc K1, K2, T1 et T2, ce sont des données expérimentales. On est bien d'accord, hein? Pas des trucs qu'on invente, ce sont des données expérimentales, on les a mesurées. D'accord? On couple les deux trucs. Je ne fais pas le détail parce qu'il faut que vous le fassiez vous. D'accord? Donc le comment j'obtiens ce truc-là, je ne le détaille pas, c'est volontaire. Vous devez le faire vous, y compris le bricolage qu'il y a encore là derrière. Vous savez ce que vous avez à obtenir, mais ce serait bien que vous le fassiez par vous-même. Pourquoi? Parce que, enfin, je veux dire, on va être sérieux. Ça et ça, vous n'allez pas les apprendre par cœur. Ce serait débile. D'accord? Vous avez l'équation de départ, le bricolage ici pour calculer l'énergie d'activation et pour calculer le facteur préexponentiel, le facteur de fréquence. Ça, c'est un petit bricolage qui se fait au brouillon. On retrouve la formule, on fait le calcul. Mais on n'apprend pas ça par cœur. D'accord? Il y en a déjà tellement de trucs que vous avez à apprendre par cœur, vous ne l'apprenez pas. Vous ne l'apprenez pas. Et donc, il suffit d'avoir deux couples, coefficient de vitesse, température, pour déterminer ces deux paramètres. Ça peut être un premier type d'exercice, un premier type de travail qu'on vous demande, des examens. La deuxième possibilité, c'est le travail inverse. C'est qu'on vous donne ces valeurs-là et on vous dit à telle température, quelle est la valeur du coefficient de vitesse. C'est inclus dans un exercice qui vous demandera ensuite de calculer autre chose ou un truc dans ce genre-là. D'accord? Donc, on vous les donne et puis vous recalculez le coefficient de vitesse à la température donnée. C'est une bête application mathématique. Alors, on est bien d'accord qu'il y a une exponentielle là-dedans. Hein. Le fait qu'il y ait une exponentielle quand on n'a pas de calculatrice, ça complique les choses. D'accord? C'est une évidence. Mais bon, on se débrouille avec. Et puis, on pourrait très bien, non pas vous demander le coefficient de vitesse, mais vous demander le log du coefficient de vitesse. Et dans ce cas, il n'y a pas d'exponentielle. D'accord? Il y a juste une multiplication, enfin multiplication, division, addition. Addition, il n'y a que ça à l'intérieur. Donc ça ne pose pas de problème. OK? Voilà.